la puissance extraordinaire du subconscient. Mais qu'est-ce que le subconscient dont nous venons de parler? Les définitions sont nombreuses et, il faut bien le dire, pas toujours très claires. Comme cette méthode se veut essentiellement pratique, nous n'entrerons pas dans de longues discussions théoriques ou historiques. Disons simplement que le concept de subconscient, qu'on appelle aussi inconscient, a été principalement exploré par Freud, qui en a fait la clé de voûte de tout son système, y voyant la source de la plupart de nos comportements et surtout de ceux que l'on croit purement volontaires. En ce sens, sa contribution à la connaissance de l'homme et de sa nature véritable est considérable, malgré certaines exagérations auxquelles a pu conduire son système. Une chose est certaine, même si les théoriciens ne s'entendent pas sur la définition et la nature exacte du subconscient, son existence, elle, ne fait plus de doute, et est acceptée depuis plusieurs années par la communauté scientifique. Pour simplifier, disons que l'esprit humain est divisé en deux parties, point central l'une consciente, point central l'autre inconsciente. La partie consciente, active pendant la période de veille, assure la plupart des activités quotidiennes et intellectuelles. Lorsque vous mangez, lorsque vous vous versez à boire, lorsque vous établissez votre budget, lorsque vous calculez vos impôts, lorsque vous oubliez de le faire, nous verrons que c'est souvent votre subconscient qui vous dicte cet oubli d'apparence involontaire. Lorsque vous réfléchissez à une situation donnée, c'est votre esprit conscient qui est mis à contribution. Quant à votre subconscient, c'est lui qui assure toutes les fonctions vitales. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de penser à respirer pour le faire. Si c'était le cas, cela vous causerait d'ailleurs un sérieux problème au cours de la nuit. C'est aussi votre subconscient qui emmagasine tous les événements de votre vie. C'est en quelque sorte l'archiviste de votre existence. Sa mémoire est parfaite. Il n'oublie rien. C'est encore votre subconscient qui, la plupart du temps, fait que vous tombez amoureux d'une personne plutôt que d'une autre. Souvent votre esprit conscient vous déconseillera tel choix. Cette femme, ou cet homme n'a pas les qualités requises pour mériter votre amour. Et pourtant, c'est plus fort que vous, vous êtes attiré irrésistiblement vers ce candidat qui ne paraît pas idéal. Autre cas, banal s'il en est un, vous voulez arrêter de fumer, vous voulez vraiment, en tout cas, c'est ce dont vous cherchez à vous convaincre. Et pourtant, vous ne pouvez pas. C'est que votre subconscient, qui entre autres choses est le siège de toutes vos habitudes, bonnes comme mauvaises, vous en empêche, parce que, jusque-là, il a été programmé différemment. Nous reviendrons plus tard, et d'ailleurs abondamment sur cette notion capitale de programmation. Vous entrez dans un supermarché et, spontanément, mécaniquement, en fait comme une marionnette ou un robot, vous choisissez sans penser telle poudre à laver. Encore une fois, c'est votre subconscient qui a guidé votre main, tout simplement parce qu'il a été programmé à votre insu par une publicité qui vous a frappé, les méthodes de la publicité s'apparentant de manière saisissante à celles de l'hypnose. Le subconscient, parce qu'il travaille à votre insu, est le plus fort. La liste de ces exemples pourrait s'allonger indéfiniment. Et il en est de bien plus dramatiques et importants que ceux que nous venons d'énoncer. Saviez-vous en effet que, par exemple, les échecs répétés d'une personne qui est pourtant douée et travaille d'arrache-pied, sont en général dus à son subconscient? Saviez-vous qu'il en est de même des déceptions sentimentales? Saviez-vous que la plupart des maladies, certains médecins inclinent à penser que toutes les maladies, se développent d'abord dans votre esprit subconscient? Cela a peut-être de quoi surprendre. Prenons un autre exemple, d'ailleurs répété des milliers de fois. Telle femme a tout pour elle. La nature l'a nantie d'un physique agréable, elle possède un emploi intéressant et rémunérateur, paraît bien mariée, a un cercle d'amis, peut se permettre un mois de vacances par année et pourtant, inexplicablement, elle est malheureuse. La semaine précédente, elle a peut-être même songé au suicide. Elle est de plus en plus dépressive. Elle sent qu'elle va craquer. Le pire est qu'elle a beau s'en confier à ses proches, rien à faire, on ne la croit pas. Ce n'est que du caprice, de l'apitoiement sur soi-même. Comment peut-on avoir tout pour soi et avoir l'impudeur de prétendre que l'on est malheureux? Et pourtant, cette femme ne ment pas. Elle dit la plus stricte vérité lorsqu'elle décrit ses états d'âme. C'est que son subconscient est le plus fort. Il a probablement reçu un jour ou l'autre une programmation négative qui s'est trouvée renforcée avec le temps. Le subconscient est toujours plus fort et a toujours le dernier mot, tant et aussi longtemps que le sujet ne se reprogramme pas positivement. Beaucoup de formules et de proverbes disent d'ailleurs la même chose, par exemple, le bonheur est en état d'esprit. En ce sens, jusqu'à un certain point, les circonstances extérieures ne sont pas vraiment déterminantes. Ainsi, mises dans une situation similaire, confrontées à une épreuve de même ordre, deux personnes réagissent parfois complètement différemment.
L'une passe son chemin sans trop s'émouvoir ou perdre des plumes, l'autre est déboussolée et fait une grave dépression. C'est donc l'état d'esprit, la prédisposition mentale, qui est déterminante. Ces quelques exemples vous auront convaincu, je l'espère, de l'extraordinaire puissance du subconscient. On a souvent comparé la partie consciente de notre esprit à la pointe d'un iceberg. La partie immergée, beaucoup plus considérable, représente l'inconscient ou le subconscient. Cette image donne une idée fidèle de la puissance respective des deux parties de notre esprit. Le subconscient est donc infiniment plus puissant, même si la personne se croit animée d'une forte volonté. Ce n'est qu'une fois qu'on a pris conscience de cette force du subconscient que l'on peut commencer à forger son destin et à transformer sa vie selon ses désirs. Beaucoup des programmations de notre subconscient datent de notre enfance. Pour Descartes, le plus grand malheur est d'avoir été enfant. Non parce que son cœur était dépourvu de tout sentiment à l'égard de l'enfance, il fut lui-même père, mais parce que pendant l'enfance, l'esprit accepte sans aucun sens critique toutes sortes de préjugés, de croyances et de suggestions. Il lui faudra ensuite des années pour s'en débarrasser, à l'aide du doute systématique, pour faire table rase. Nos parents nous ont programmés, souvent sans le savoir, et généralement, hélas, de la mauvaise manière. Le subconscient de l'enfant est si impressionnable que les idées s'y gravent comme dans la cire molle sous la pointe d'un stylet. Il faut généralement des années pour s'en rendre compte, et pour se défaire, du moins quand c'est nécessaire, des impressions négatives qui se sont inscrites dans notre subconscient d'enfant. Heureusement, l'auto-hypnose est là, qui nous permettra, dans un premier temps, de nous déprogrammer, puis dans un deuxième temps de nous reprogrammer, selon nos désirs et nos aspirations. Grâce à l'auto-hypnose, on peut faire comme Descartes table rase, non seulement de nos idées reçues, mais aussi de toutes nos mauvaises habitudes, de nos tendances fâcheuses, des 7 sortes de fatalités qui en fait n'en est pas une, qui paraît nous condamner à être malheureux.